Permettre de poursuivre avec Anne-Marie Boucher, qui a une formation en sociologie dans le domaine de la ségrégation scolaire, justement, au Québec, qui est enseignante au secondaire aussi et militante dans ce domaine. Je vous passe la parole. Peut-être juste pour corriger, je ne suis plus enseignante au secondaire. Je travaille dans le milieu communautaire, défense de droit depuis 5-6 ans, je ne sais plus trop, mais bref, je suis venue au nom du mouvement L'École Ensemble aujourd'hui. Donc les positions que je vais amener ne concernent pas que moi, mais le mouvement L'École Ensemble en général. Je suis un petit peu à côté peut-être de la thématique de la laïcité, mais en même temps, on trouvait ça important d'y être parce qu'on a des objectifs communs. Quand il est question de laïcité, quand il est question de vivre ensemble, quand il est question de se doter d'institutions fortes, neutres et qui profitent au plus grand nombre et qui permettent de se doter d'une société où il fait bon vivre pour tout le monde. Ça, c'est vraiment des choses qui nous rejoignent. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas et qui ne connaissent pas le mouvement L'École Ensemble. Je vous rassure tout de suite, c'est normal, on est un mouvement relativement jeune. Il y a un an, personne ne nous connaissait, y compris moi-même, je ne nous connaissais pas encore. C'est vraiment il y a un an où il y a des parents québécois d'un petit peu partout, principalement Gatineau, Montréal, qui se sont retrouvés. On s'est trouvés, on s'est dit, mon Dieu, on pense les mêmes choses, il faut qu'on fasse quelque chose. On était tous un peu catastrophés par l'état actuel du réseau de l'éducation québécois. Catastrophés par une école qu'on ne dirait pas à 2 vitesses, mais à 3 vitesses. Donc vraiment, le financement de l'école privée qui a mené l'école publique à répondre en embarquant dans le jeu du marché scolaire, dans le jeu de la concurrence scolaire, et qui a perdu d'une certaine façon sa vocation d'intégration, de socialisation, d'éducation. Bref, qui est au cœur de la mission de l'école publique. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on se mette ensemble, qu'on élabore des revendications et qu'on tente de faire de la ségrégation scolaire un enjeu public, un enjeu discuté et qui pourrait même pouvoir influencer sur les débats électoraux à venir cet automne, cet été. On est déjà dans les élections. Donc, nos constats, c'était quoi? C'est que, d'une part, la part du privé a augmenté énormément depuis les années 70, quand il y a eu l'espèce de compromis en 68 de financement de l'école privée comme étant d'intérêt public. Il y avait seulement 5% des élèves québécois qui fréquentaient l'école privée. Aujourd'hui, on parle plutôt de 21% à l'échelle du Québec qui fréquentent l'école privée, donc 21% des élèves québécois. Évidemment, c'est différent selon les régions. À Montréal, 39% des élèves fréquentent l'école privée. À Montréal, c'est 42%. En Estrie, c'est 35%. Et ça concerne le secondaire. Si on regarde le primaire, c'est beaucoup moindre. S'il y avait 5% des élèves au privé, au primaire, en 1970, aujourd'hui, c'est seulement 7%. Donc, toute la présentation que je fais aujourd'hui s'intéresse surtout à l'école secondaire. Donc, il y a cette présence-là massive de plus en plus d'élèves québécois qui s'en vont vers le privé. Donc, les parents québécois fuient l'école publique. Fuient l'école publique, pourquoi? Parce qu'elle a une mauvaise réputation. Et plus qu'elle a une mauvaise réputation, plus les parents la fuient. Plus les parents la fuient, plus qu'elle a une mauvaise réputation. Et le cercle vicieux se poursuit. Au milieu des années 80, les écoles publiques, certaines écoles publiques, ont fait le pari de jouer le jeu d'école privée, donc de commencer à parler d'élitisme, de programmes particuliers qui s'adressent aux élèves les plus doués, faire des examens de sélection, demander des prix d'entrée pour certains programmes. Donc finalement, aller chercher les parents qui seraient tentés de jouer ce jeu-là de la concurrence scolaire. Et ces programmes pédagogiques particuliers ou ces écoles à vocation particulière prennent de plus en plus de place dans l'école publique québécoise. Donc, on a environ 20% des élèves québécois aujourd'hui, et là, le chiffre n'est pas clair parce que le ministère n'a pas de chiffre là-dessus. On a 20% des élèves qui fréquentent des programmes pédagogiques particuliers. Donc, on peut penser au sport-études, on peut penser à l'éducation internationale. Et pour nous, le problème autour de ces programmes-là, c'est pas le fait que c'est pas des programmes intéressants, il y a plein de super beaux programmes là-dedans, c'est qu'il y a une sélection qui s'opère, une sélection bien souvent qui est sur la base des résultats, mais aussi de la capacité de payer les parents. Et on sait que les résultats scolaires, c'est pas dû à l'intelligence née de l'enfant. C'est sûr, il peut y avoir des prédispositions de certains enfants qui auront plus de facilité à l'école, mais on pense aussi au soutien des parents, au fait que les parents eux-mêmes ont eu de la facilité à l'école par le passé. Donc, la sélection pour entrer dans un programme
fait office de reproduction sociale. Là, je ne rentre pas dans les détails. Ceux qui ont lu Bourdieu pourront faire des parallèles avec ce qu'ils ont lu avant. Sinon, s'il y en a qui sont curieux, on en parlera plus tard. Donc, on a cette école-là à 3 vitesses. Et au mouvement L'École Ensemble, on est préoccupé parce que pour nous, ça reproduit les inégalités sociales et ça crée une école publique de plus en plus mise au défi par cette ségrégation-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un seuil limite au-delà duquel, quand on retire les élèves ayant plus de facilité ou les élèves les mieux adaptés face à l'école, quand on retire un certain pourcentage de ces élèves-là, les élèves qui restent dans la classe régulière, comme le montre Madame ici, organisent une spirale vers le bas. Donc, on enlève plus de 10% des élèves qui ont plus de facilité, les élèves qui posent des questions, qui adorent ça, qui lisent beaucoup, qui en mangent des mathématiques, qui aiment ça faire des calculs à la maison et faire des dictées pour le fun. T'enlèves le 10% de ces élèves-là, les autres élèves vont se retrouver à descendre tranquillement vers le bas. Donc, le mythe dit qu'en créant des classes particulières pour les élèves doués, on aide ces élèves-là, donc on facilite la réussite et on augmente la réussite scolaire des élèves. En réalité, les jeunes ayant plus de facilité vont garder une réussite telle qu'ils l'auraient eu dans la classe régulière, donc leurs résultats ne fluctuent pas vraiment, mais les élèves qui ont une réussite moyenne ou plus difficile, eux, vont avoir une chute de leurs résultats. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans les études, dans même le test PISA, depuis 2003. Et là, on sait que depuis 2003, la ségrégation scolaire s'accélère au Québec. Il y a une baisse des résultats québécois dans l'examen international du PISA. Donc, on a une baisse en lecture, une baisse en sciences, une stagnation en maths. Donc, malgré le fait qu'on stimule de plus en plus nos élèves les plus doués par toutes sortes de programmes, il y a une baisse générale des résultats. Pourquoi? Parce que nos jeunes sont plus en difficulté, piquent du nez ou décrochent. Et d'ailleurs, à chaque cohorte, on a 28 000 jeunes au Québec qui décrochent. C'est des chiffres qui pourraient être évités. Là, je ne vais pas aller trop dans le détail là-dessus. On pourrait parler de tous les effets que ça a sur les familles, le stress qu'occasionne la compétition scolaire pour les parents, le choix de l'école, le fait que les enfants qui fréquentaient l'école primaire en commun se retrouvent divisés, le fait que les élèves se retrouvent étiquetés dès le secondaire 1 comme un élève régulier, c'est-à-dire poche ou un ortho, parce que ça, j'ai entendu dans les écoles secondaires, je me disais, ben nous, on est juste des réguliers, on n'ira jamais à l'université, on est des pas bons, anyway, on n'a rien de famille, pas bonne, le sort, on est jeté. Et les élèves plus doués qui, eux, sont destinés à des postes de patron, ou des postes de médecin, et toutes choses prestigieuses dans notre société. Et ça, c'est très, très marqué dès le secondaire. Donc, où en suis-je? En fait, c'est ça. Notre préoccupation, c'est pour les élèves qui restent au régulier. Pourquoi? Parce qu'on pense que l'école québécoise devrait servir au bien-être de tous, à l'évolution de tous, à l'émancipation intellectuelle de tous. Évidemment, de financer les écoles privées, qu'elles soient religieuses ou non, c'est problématique parce qu'on donne de l'argent à ceux qui en ont déjà, on donne des privilèges à ceux qui en ont déjà, et pour nous, c'est très problématique. Là, excusez, je me perds un petit peu parce que j'essaie d'aller vite. Le financement du privé, on parlait tout à l'heure, on parlait d'environ 60% du financement du financement public aux écoles privées. Ce qu'on regarde, nous, au niveau des chiffres, les chiffres qui en sortent, c'est qu'on parle plutôt de 74% du coût d'un élève qui est financé par le public dans l'école privée. Donc, le financement est beaucoup plus élevé que ce qu'on en dit. Et si on y rajoute tout le financement indirect, c'est-à-dire les crédits d'impôt aux services de garde, aux dons de charité, on arrive à presque 80%. Donc, il y a énormément de deniers publics qui vont aux écoles privées pour favoriser des jeunes qui le sont déjà. Ça me semble très problématique. Face à cette réalité-là, et puis là, si vous voulez plus d'informations, on a un site Internet avec beaucoup de données. On a 3 revendications, c'est-à-dire d'abord mettre fin au financement public direct ou indirect des écoles privées. Et en ça, on rejoint vos revendications à vous aussi. En second lieu, pour nous, ce qui est super important, c'est de mettre fin à la sélection au sein même de l'école publique. On pense que le projet de l'école publique est important, c'est ce qui fonde notre société, et c'est pas en séparant les jeunes qu'on va réussir à avoir une société inclusive, une société où il y a une cohésion sociale. Donc pour nous, pas de sélection publique, tous les élèves dans un tronc commun. Par contre, notre troisième revendication vient un petit peu rassurer les parents, c'est-à-dire qu'on pense que même si tous les élèves sont dans un tronc commun au public, il faut qu'il y ait
de l'aide, évidemment, pour les jeunes qui ont plus de difficultés. Il faut qu'il y ait aussi de l'enrichissement pour les élèves qui vont s'ennuyer. Sinon, moi, j'ai passé mon primaire et mon secondaire à lire des romans parce que j'avais tout fini en 2 minutes, puis là, ben, il reste du temps, je lisais des romans. Ces élèves-là, qu'est-ce qu'on en fait? Peut-être que ça vaudrait la peine de les encourager peut-être à aider leurs camarades, d'être davantage en appui aux autres élèves ou avoir d'autres choses qui leur est proposées. Où en suis-je? Voilà. Donc, finalement, ce qu'on propose pour nous, ça mènerait à un changement parce qu'il y a beaucoup de parents qui quitteraient l'école privée. En Ontario, l'école privée n'est pas subventionnée. On a seulement 5% des élèves ontariens qui fréquentent l'école privée. Donc, on a un afflux massif d'élèves qui étaient autrefois au privé, qui reviendraient progressivement dans les écoles publiques québécoises. 95% des élèves québécois fréquenteraient l'école publique inclusive, une école publique où on croirait à cette classe-là et où les parents arrêteraient de fuir en disant « Mon Dieu, quelle horreur l'école publique régulière », puis ils diraient plutôt « Wow, on s'est donné une belle institution en commun, c'est l'école publique, on y croit et on va tous s'y investir. » Et ça peut faire une foutue grosse différence. Donc, retour des élèves performants dans la classe commune, fin du financement des écoles religieuses privées, donc on a une formation laïque pour tous, qui peut faire place ou non aux faits religieux, ça sera l'objet d'un autre débat aujourd'hui. Et un changement d'image et de la réalité aussi qui est vécu dans les écoles publiques. Donc pour nous, pourquoi c'est important, c'est qu'à ce moment-là, l'école publique peut sortir du jeu de la concurrence malsaine entre les établissements. On peut avoir des écoles publiques qui ont quand même des couleurs particulières, des vocations particulières, mais à partir du moment où il n'y a plus de sélection, c'est vraiment ouvert à tous les élèves et on sort partiellement d'une école publique qui participe à la reproduction sociale des inégalités et on s'en va vers une école qui vient vraiment aider, accompagner tous les élèves, peu importe leur origine, peu importe leur rapport à la connaissance, à l'apprentissage, peu importe leur origine culturelle, religieuse, X, Y. On fait école ensemble parce qu'on fait société ensemble. Voilà. Merci.